bonjour, bonjour, bonjour. C'est Matin Bonheur, bonjour, kaka. Ça va chez les voisins, ça va? Bonjour les amis. Ah, tout le monde est bien concentré ce matin. Merci d'être toujours aussi nombreux devant votre petit écran pour nous suivre. C'est Matin Bonheur, c'est la dose de bonne humeur qu'on prend ici pour commencer la journée. C'est la journée qui commence avec énergie, bonne humeur et tout ce qu'il faut pour avoir la bénédiction du Tout-Puissant. Bienvenue à votre émission matinale sur RTI 1. Au cours de cette émission, plusieurs rubriques, bien sûr, pour vous permettre de bien démarrer la journée. On l'a dit, on commencera tout de suite par nous intéresser à la couleur du temps, la météo. Faut-il sortir avec son parapluie ou pas? Quelles sont les dispositions à prendre avant de sortir de chez nous? On aura la réponse tout à l'heure. Et juste après, on retrouvera Régis Kofi pour le flash d'information. À tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour. Les régions du littoral et du sud forestier observeront du brouillard ou de la brume humide en début de matinée. Le temps y sera progressivement ensoleillé. Le nord et la bande centrale seront sous l'influence des vents d'Amartan avec une réduction de la visibilité par de la brume sèche, notamment au nord-ouest. Les températures prévues pour la matinée, on notera 23 degrés à Abingourou, 24 degrés à Abidjan et Adiaké, 23 degrés à Bondoukou et Bouaké, 20 degrés à Bouna et Bundiali, 24 degrés à Dalo, à Dimbokro et Gagnois, on notera 19 degrés à Guiglou, 21 degrés à Korogo, 22 degrés à Mans, 21 degrés à Oudiéné, 24 degrés à San Pedro et Sassandra, 23 degrés à Soubré et Tabou, 24 degrés à Tiasalé, 20 degrés à Touba et 23 degrés à Yamsoko. Durant l'après-midi, les vents de l'Harmattan se renforceront sur les régions du nord et de la bande centrale où l'on observera un temps chaud et sec avec une réduction de la visibilité par la brume sèche. Dans les régions forestières et littorales, on aura une intrusion d'air sec au cours de la période. Toutefois, quelques nuages se signaleront en fin d'après-midi avec de faibles pluies. Les valeurs au cours de l'après-midi afficheront 35 degrés à Abingourou, 32 degrés à Abidjan et Adiaké, 35 degrés à Bondoukou, 34 degrés à Bouaké, 35 degrés à Bouna, 36 degrés à Bundiali, 35 degrés à Daloa et Dimbokro, 34 degrés à Gagnois, 36 degrés à Guiglou, 35 degrés à Korogo, 34 degrés à Mans, 35 degrés à Oudiéné, une série de 32 degrés à San Pedro, Sassandra, Soubré, Tabou et Tiasalé, et enfin 35 degrés à Touba et Yamsokro. Merci d'avoir suivi ce bulletin météo. Je vous prie de passer une très bonne journée en compagnie des programmes de la RTI. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Renforcement de la coopération entre le Gabon et la Côte d'Ivoire, la paix et la sécurité sur le continent. Des sujets abordés entre le président de la République de Côte d'Ivoire et son homologue du Gabon. Alassane Ouattara s'est entretenu avec Ali Bongo Ondimba lors d'une visite à Ouattouré. Libreville, ce lundi 17 janvier 2022, le président de la République Alassane Ouattara, en visite d'amitié et de travail, s'est entretenu avec son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba. Les deux chefs d'État ont évoqué le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Les choses ont bien évolué, comme ne serait-ce déjà que par le nombre d'Ivoiriens ici au Gabon. On avait près 2000 personnes, maintenant nous avons plus de 5000. Et les échanges ont été très fructueux. D'ailleurs, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la République gabonaise, nous a dit à quel point il était en contact donc étroit avec la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire
Et je crois que bientôt la grande commission entre les deux États va se réunir pour faire le point et aller de l'avant, comme nous l'avions souhaité le président Ali Bongo Ondimba et moi-même. Le changement climatique et la lutte contre la pandémie de Covid-19 étaient également au menu de cette rencontre de haut niveau. En ce qui nous concerne, nous avons maintenant des taux de contagion qui sont en deçà de 3%. Pendant la période de fin d'année, on a eu une flambée où les chiffres étaient multipliés par 5 ou par 10 quelquefois, mais les choses se sont calmées, et notamment au niveau de la vaccination, les progrès sont importants. Et aujourd'hui, nous sommes à 55% de taux de vaccination, de primo-vaccination à Abidjan et 33% de double vaccination sur Abidjan. Les présidents Alassane Ouattara et Ali Bongo Ondimba ont par ailleurs abordé les questions régionales et internationales, notamment la situation sociopolitique au Mali. Nous sommes très malheureux d'avoir à imposer ces sanctions. Nous avons tout fait pour que les autorités militaires du Mali organisent des élections dans des délais convenables. C'est vraiment à notre corps défendant que nous avons ces sanctions en place. Notre souhait serait que ce soit levé. Il est inacceptable qu'un régime militaire reste en place un quinquennat. Autant faire des élections. La sécurité se détériore, la situation des populations est difficile, aussi bien au Mali que dans les grands pays voisins tels que le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Nous en sommes autant malheureux que les Maliens. Mais c'est la junte qui doit prendre des initiatives, redémarrer les négociations, nous proposer une durée raisonnable et l'application de cette durée avec les conditions qui seront posées par les négociateurs pour permettre la levée progressive des sanctions. C'est cela notre souhait. Au terme de cette visite d'amitié et de travail au Gabon, le président de la République Alassane Ouattara a regagné Abidjan ce lundi 17 janvier 2022 aux environs de 17 h. Autre volet de l'actualité, la Miss Côte d'Ivoire 2021 et ses dauphines reçues par la première dame ce lundi. Olivia Yassé a été félicitée par Dominique Ouattara pour sa qualification au concours de beauté Miss Monde. Elle a reçu des conseils et des bénédictions de la première dame. Serge Coléa. Le comité Miss Côte d'Ivoire en visite chez la première dame de Côte d'Ivoire. Après sa brillante participation à l'édition 2021 de Miss Monde et le report de la finale, Olivia Yassé vient traduire sa gratitude à Dominique Ouattara et au peuple de Côte d'Ivoire pour l'engouement autour de sa candidature. Depuis Porto Rico, j'ai été très émue de savoir que j'avais toute la Côte d'Ivoire derrière moi. J'avais un élan de soutien admirable, c'était formidable et j'étais très heureuse. Et ça m'a aussi donné la force de continuer et d'aller encore plus loin pour pouvoir ramener la couronne à la Côte d'Ivoire. Alors à toutes mes sœurs ivoiriennes et à tous mes frères ivoiriens, je voudrais vous dire merci, franchement, du fond du cœur, pour tout le soutien. Merci pour cette solidarité, de toujours être derrière moi. Et je vous demande de continuer à m'aider et à me soutenir et de me donner la force pour que je puisse revenir avec la couronne bleue. Pour la marraine du concours Miss Côte d'Ivoire, Olivia Yassé fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Elle a espoir de la voir repartir avec succès à l'assaut de la prestigieuse couronne mondiale. Je crois qu'Olivia a toutes les qualités pour être Miss Monde et nous serions très heureux qu'une Ivoirienne soit élue la plus belle femme du monde. Donc nous l'encourageons et nous lui prodiguons tous les conseils que nous pouvons avoir. Nous avons une très belle candidate qui est non seulement belle, mais qui est trilingue et qui s'exprime très très bien. Donc je pense que voilà, nous avons toutes les chances que notre candidate puisse réussir. Nous croisons les doigts. Vainqueur de plusieurs... Olivia Yassé, du haut de son 1,80 m, était classée parmi le top 5 de la grande finale de Miss Monde du 16 décembre 2021 à Porto Rico. Annulé pour cause de Covid-19, le nouveau rendez-vous est prévu pour le 16 mars 2022.
De l'actualité au Soudan lors d'une nouvelle journée de manifestation contre le pouvoir militaire. 7 personnes ont été tuées par balle ce lundi, portant à 71 le nombre de manifestants tués depuis le putsch du 25 octobre dernier. De son côté, la police assure qu'un de ses généraux a été poignardé à mort lors de récentes manifestations. Fin de ce coup d'œil sur l'actualité, on se retrouve à 7h. On se retrouvera à coup sûr à 7h, j'aime à le dire depuis un certain temps avec Régis Kofi pour la deuxième dose de l'actualité. Merci Régis, à tout de suite. Sommaire illustré maintenant pour vous donner des informations sur les différentes articulations de cette émission. Qu'est-ce qu'on vous propose après la météo et le premier flash d'information? Bien sûr, on va se retrouver pour combien ça coûte et aujourd'hui, on va vous conduire dans nos différentes boucheries. Après combien ça coûte, on retrouvera les informations qui seront forcément aux couleurs de la CAN parce que tous les yeux sont braqués vers le Cameroun pour cette Coupe d'Afrique des Nations. On parlera de fitness, on se remettra un peu en forme, on va essayer de bouger un tout petit peu pour entretenir ce corps que Dieu a bien voulu nous prêter. Et la revue de presse, pas pour vous encourager à jouer les titrologues, mais simplement pour vous donner envie de nous retrouver dans nos différents kiosques à journaux pour en acheter, pour acheter les journaux bien sûr. L'invité du jour aussi sera bien sûr sur le plateau. On parlera de télétravail. Mais à côté, on aura l'invité actu et aujourd'hui, on va s'intéresser un peu à ce système de margouillat. Moi, j'ai été surprise d'entendre qu'il y a encore des personnes qui se faisaient gruger de plus en plus. On parlera des margouillats avec le président des consommateurs qui en débattra avec nous dans quelques instants. Mais pour l'heure, commençons tout de suite avec combien ça coûte dans nos boucheries. Approchez, approchez, il y a de la viande à servir. Approchez, approchez, ce n'est pas cher, la viande de bœuf sans os, 3500 francs CFA. Waouh, c'est pas évident. Hein. Maintenant, il y a des gens qui vont me dire, mais pourquoi 3500 francs et pourquoi j'ai besoin de prendre de la viande sans os? Mais écoutez, quand il y a des os dans la viande, on ne peut pas faire par exemple des brochettes de viande, ça dépend des recettes que vous voulez avoir. Donc, 3500 francs CFA en ce moment, le kilogramme de la viande sans os. On va se retrouver avec la viande qu'on a l'habitude de mettre dans nos sauces. Parce que quand il y a des os, imaginez une sauce claire, bien préparée, bien assaisonnée. Et puis quand vous prenez l'os et que vous sucez, il y a le petit jus derrière, le goût de ça. Donc, la viande de bœuf avec os. Il y a quelqu'un dans le studio qui crie sauce arachide. Eh, déjà. Et déjà, donc, viande de bœuf avec os à 3000 francs CFA. Chacun se reconnaît. Nous tous, on a fait ça un jour. L'os là, il y a quelque chose dedans. Bon, viande de bœuf avec os à 3000 francs CFA le kilo. Et la viande de mouton, pour vous qui aimez la viande bien tendre, c'est 4000 francs CFA le kilo. Et puis ce gigot là, ça donne envie de manger une souris d'agneau, pourquoi pas. Ça passe bien au four et au gris. Ça donne quelque chose d'exceptionnel. Le poulet de chair est passé à 2000 francs CFA. Qui va acheter poulet en ce moment? On a mangé poulet l'an décembre. Donc, le prix est descendu. Je vous donne un secret. Quand les prix chutent comme ça, si vous avez un congélateur, il faut en acheter et puis garder si c'est possible. Hein. Parce qu'en ce moment-là, ils sont en train de nous chercher dans les boucheries là-bas. On a déjà tout mangé pendant les fêtes. Donc, en ce moment, ils cherchent des clients, ils n'en trouvent pas. Donc, si vous pouvez en prendre pour les jours à venir, n'hésitez pas. Le poulet de chair est à 2000 francs CFA. Et puis, le rognon de bœuf est à 1800 francs CFA le kilo. Rognon et spaghetti. Qui n'a jamais mangé ça? Les kiosques de nos amis. Spaghetti rognon, ça passe bien. Ou bien le matin pour le petit déjeuner. Vous savez, nos enfants de maintenant, on leur donne des croissants, du pain tartiné au chocolat. Donnez-leur un peu de pain rognon. Mais comme on dit chez nous ici, là, pain condiment. C'est tellement bon. Donc, le rognon à 1800 francs CFA et la pâte de bœuf. On l'a aussi à 1800 francs CFA le kilogramme, pâte de bœuf sauce claire. Un peu d'atchéké ou bien atchéké huile rouge. Est-ce que vous voyez ce que ça peut donner? Je vous donne des idées, hein, parce que bon, souvent on est là, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Je vous donne des idées. Sauce claire, atchéké huile rouge, un peu de petit sel dessus. C'est trop bon. Pâte de bœuf, 1800 francs CFA. Approchez, approchez, il y en a pour tout le monde.
Et pour le foie de bœuf, à 1400 francs CFA le kilo. Les amis, je reviens rapidement sur ces informations. La viande de bœuf sans os à 3500 francs CFA, avec os à 3000 francs CFA. La viande de mouton sera à 4000 francs CFA le kilogramme. Le poulet de chair a chuté, le prix a chuté, c'est 2000 francs CFA. Il faut aller en prendre rapidement. Le rognon de bœuf à 1800 francs CFA. Les pâtes de bœuf à 1800 francs CFA le kilo. Et le foie de bœuf à 1400 francs CFA. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On le saura après ce jingle. Info jour J. Tout le monde est au Cameroun en ce moment. Pour les matchs de ce jour, on aura le Gabon contre le Maroc. Ça va se jouer bien sûr à Yaoundé aux alentours de 20h. Après, je vais vous dire si c'est 20h du Cameroun ou 20h GMT, on vous dira. Et le Ghana contre les Comores à Garoua. Ça donne envie d'aller découvrir le Cameroun, les amis. Donc, le Ghana contre les Comores à Garoua, c'est aux alentours de 20h. Les deux matchs se joueront simultanément. Donc, ne restez pas sans ces informations essentielles pour les amoureux du sport, principalement les amoureux du football. Et restez connectés sur RTI 1. Il y a toujours un grand plateau avant ces matchs-là. Et ces matchs seront décryptés avant, pendant et après avec des experts en la matière. Il est temps pour nous de pratiquer une forme de musculation en restant au sol. C'est le fitness. Chacun avec son tapis, nous allons commencer la séance. Les mains en l'air et nous allons descendre tout droit, tout droit, tout droit, front au sol si possible. Change de position, les jambes toujours séparées, le bras à l'arrière. Et là, nous allons décoller les fessiers du sol. Bougez. 1. Bravo, on revient dans notre position initiale. Changez de bras, décollez les fessiers. On tient, et là on revient. Continue, joignez les jambes. Nous allons chercher la pointe des pieds. Voilà, et là ramenez le front au genou si possible. Go. On relève la tête lentement. Le prochain exercice consiste à travailler les fessiers. Pour cela, nous allons décoller l'une des jambes. Prêt. Go. 1, 2, 3. Ensemble. 4, 5, 6, 7, 8. Abdominaux contractés. 1. C'est les fessiers. Go. 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 Encore. Encore 3. 2. 1. Le dernier, changez de jambe. Là, moi, je change de position. Très bien. Position. On tend la jambe. Prêt. 2, 3, 4. Go. 1. Go. 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 Contractez abdominaux. Levez la tête. Continue. Go. Très bien. Go. Continue. Go. Go. La tête levée, la bouche ouverte. Inspirez. Soufflez toujours. Et avec le sourire. Continue. Go. 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 Relâchez.
Prêt? Et là, nous allons basculer de chaque côté là. 1. D'accord? 2. Très bien. 3. Lève la tête. 4. 5. 6. 7. La bouche ouverte, expirez, soufflez. Go. 1. C'est très bien. Continue. Contractez les abdominaux. Coach Arnaud, ça peut aller? Continue. Continue. Continuez. Continuez. 2. 3. 2. 1. Posez, genou au sol. Merci. On espère que ça vous a fait du bien de bouger un tout petit peu. Nous, on n'attendait plus que vous pour poursuivre cette émission et nous a rejoint sur ce plateau le président de l'Union générale des consommateurs de Côte d'Ivoire, c'est cela. Il se nomme Monsieur Nguessan Kouakou. Président, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Bien réveillé ce matin? Effectivement, je suis là. Super. Quelles sont les bonnes nouvelles? Les bonnes nouvelles, c'est la loi 2014-810 qui parle de l'usure. En gros, c'est les margouillas. C'est vrai que nous parlons de la loi 2014-810 portant répression de l'usure, mais comment pouvez-vous définir l'usure? L'usure, simplement, c'est les prêts qui ne sont pas conventionnels. Beaucoup. C'est comme ça que vous définissez ça? Défini parce que les prêts ont un taux qui est vraiment défini par les ministres de l'UMOA. Et chaque année, ils se réunissent ou chaque mois ou chaque trimestre en fonction de leur période de rencontre pour définir le taux que les établissements financiers ou bien les banques doivent appliquer. Très bien. Et cette loi nous dit quoi exactement? Cette loi nous dit que depuis 2014, c'est toute une histoire, depuis 2000, l'année 2000, nous, association de consommateurs, nous sommes rendus compte que les fonctionnaires de Côte d'Ivoire étaient en souffrance. Ils souffraient beaucoup avec ce que nous appelons communément les margouillas. Et nous avons demandé aux gouvernants de prendre des mesures pour que nos parents, qui sont des fonctionnaires, généralement les enseignants, pour qu'ils puissent souffrir moins. Parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui travaille, qui a un salaire, sa carte magnétique soit détenue par un individu à cause de ce qui lui a donné de l'argent. Donc on a demandé que cela soit fait, qu'on puisse trouver une solution. Très bien. C'est en 2014 que le président de la République, M. Alassane Ouattara, que je remercie d'ailleurs, a pris sur lui l'engagement de faire voter une loi, qui est la loi 2014, qui met définitivement fin à cette affaire de margouillat. Et concernant cette loi 2014-810 du 16 décembre 2014 portant définition et répression de l'usure, on peut lire justement pour le premier article, déjà il faut dire que l'Assemblée nationale a adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit, ça c'est l'article 1, oui. Constitue un prêt usuraire, tout prêt ou toute convention dissimulant un prêt d'argent consenti en toute matière à un taux effectif global d'intérêt excédant à la date de sa stipulation le taux de l'usure. Le taux de l'usure est déterminé par le Conseil des ministres de l'Union monétaire ouest-africaine. Il est publié au journal officiel ou dans un journal d'annonce légale à l'initiative du ministre chargé des Finances. On parle là de finances et on parle donc d'une ère de la guerre, comme on aime à le dire. Pas d'argent, pas de possibilité de vivre aisément. Et quand on a des difficultés, on ne peut pas se retourner justement vers les banques. Oui. Il y a tellement, mais vraiment tellement de choses à faire pour être bancable et pour pouvoir obtenir un prêt.
alors les gens finissent par se retourner vers ce qu'on appelle ici en Côte d'Ivoire des margouillas. Effectivement. Le président Houphouët-Boigny disait en son temps qu'on ne peut pas demander à un fonctionnaire de Côte d'Ivoire une garantie. Parce que, d'abord, l'État a une garantie. Donc, les banques doivent faire en sorte que tous les fonctionnaires puissent bénéficier d'un prêt. C'est automatique, sans chercher d'aval. L'État même met l'aval, l'État a une garantie. Donc, il faut faciliter la tâche aux fonctionnaires pour qu'ils puissent bénéficier des petits prêts, hein, même si on peut parler d'avance sur salaire ou toute autre chose, il faut trouver un élément pour que ces personnes-là puissent bénéficier du petit fonds dont ils ont besoin pour leurs besoins. Et aujourd'hui, ce n'est pas fait. Et c'est cela qui a amené les gens à aller vers ce qu'on appelle les margouillas, qui sont devenus leurs bourreaux. Mais aujourd'hui, avec cette loi, les margouillas doivent rentrer dans la clandestinité. Ils ne doivent pas travailler à visage découvert. Parce qu'ils sont punis. Vous connaissez des margouillas qui continuent de travailler à visage découvert? Allez-y au plateau malgré cette loi? Vous allez au plateau tout de suite, vous allez les voir, ils travaillent. Mais pourquoi vous ne les dénoncez pas justement pour qu'on puisse les arrêter? Écoutez, c'est les victimes qui doivent le faire. Les victimes qui doivent le faire parce que j'ai fait une émission radio où j'ai fait une annonce et j'ai donné les contacts pour qu'on m'envoie à tous ceux qui sont victimes se fassent connaître. J'ai eu 500 bulletins et je vous assure qu'il y a un bulletin qui m'a frappé. Voilà, je tais le nom, ce monsieur-là, il est payé à 430 000 et à force de faire des retenues sur son salaire, vous voyez, d'habitude, le bulletin, c'est une feuille. Bien sûr. Lui, il a 2. 2 feuilles. Donc, il a fait une retenue, c'est-à-dire 25 prêts à lui seul. 25 prêts. 25 prêts. Je compte bien 1, 2 jusqu'à 25. Et ce qu'on lui reverse dans le mois, c'est 200 000 francs. Et ces 200 000 francs qui sont à la banque, le margouillat a sa carte magnétique et lui, il attend d'abord. Donc, quand les 200 000 francs sont versés à la banque, le margouillat va prendre pour lui d'abord. Et c'est lui qui retire l'argent du fonctionnaire. Non, mais attendez, moi je pense qu'on n'a pas, c'est vrai qu'on n'a pas assez de temps pour aller jusqu'au bout, qu'on aimerait bien comprendre. Déjà, si c'est illégal, comment ces prêts-là sont mentionnés sur sa fiche salariale? Ça, c'est un souci. De 2, pourquoi il ne peut pas porter plainte? Voilà, c'est là où se trouve le problème. Le fonctionnaire, c'est comme s'il est pris dans un étau. Il est allé s'endetter. Il ne peut pas dénoncer la personne qui lui a donné de l'argent. Et ce sont des prêts qui sont illégaux. Voyez ce document que je vous ai envoyé. J'ai demandé au ministre des Finances de me donner, au directeur du budget, il me l'a donné. Vous allez, ces gens qui sont tapis dans l'ombre, qui font des prêts, ils ont des documents qu'ils font signer. Et quand ils font signer ces prêts dans le noir, ils vont à la justice. Et ils appellent ça notification de cession des rémunérations qui sont signées par le greffier. Donc, ils prennent le faux pour avoir le vrai. Donc, quand le greffier voit ici, ils prennent ce document, ils vont à la solde. Ils vont donner ça au directeur de la solde et c'est à la solde qu'on met greffier Abidjan. Greffier Abidjan. Alors que cet argent, on ne doit plus faire des retenues à la source. Et là, je fais un clin d'œil au directeur de la solde pour lui dire que les bulletins sont toujours là et les retenues sont toujours là à la source. Donc, qu'il fasse tout pour que ces retenues-là qu'on n'en apparaisse plus sur les bulletins. Sur les bulletins. Il y a la loi 810 qui protège les consommateurs
et surtout les enseignants. Donc, tout ça justement pour dire qu'il faille désormais faire très attention et ne pas passer outre cette loi votée depuis 2014. On va souhaiter que l'édito permette que M. Kouakou Nguesson revienne sur le plateau. C'est un sujet qui intéresse, j'ai envie de dire, plus de la moitié des Ivoiriens. Effectivement. C'est quelque chose dont on ne parle pas souvent, oui. Mais il y a tellement de victimes. On va négocier un autre moment avec un peu plus de temps pour nous permettre oui. d'aller un peu plus en profondeur sur ce sujet qui intéresse vraiment tout le monde. Merci d'être passé sur notre plateau. Oui, je vais dire à la population que je suis au 01 41 08 41 95. Je suis toujours prêt à recevoir tous les bulletins et toutes les victimes pour qu'on puisse en parler. Merci pour votre disponibilité. À tout de suite, après la pub. Retour de l'information dans cette matinale. La lutte contre la corruption s'organise en Côte d'Ivoire à l'issue d'un atelier à Grand Bassam. Un plan stratégique 2022-2025 a été élaboré. Dangui nous en parle. Santé, éducation, justice, tous les domaines de la vie de la nation sont exposés à la corruption. S'ils n'en souffrent pas déjà, selon les experts, qui indiquent par ailleurs que la Côte d'Ivoire a une faible performance en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Et cela malgré les efforts du gouvernement. C'est pourquoi le ministère de la Promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption a organisé un atelier pour se doter d'un plan stratégique 2022-2025. Si la corruption est une pratique occulte, qu'il se fait, comme on le dit, sous la table, dans une parfaite entente entre deux personnes, aujourd'hui, la lutte contre la corruption a su prendre sa place en Côte d'Ivoire. Le ministre Epifane Zoro a su traduire la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, donc a su donner à cette vision-là une force qui aujourd'hui est en train de se traduire en programme, en plan stratégique pour les années à venir. Entre autres enjeux de ce plan stratégique appelé à être validé, renforcer les capacités du personnel du ministère sur la planification axée sur les résultats et le cadre de mesure des rendements. Les transporteurs du district du Côte d'Ivoire exhortés à préserver l'état du réseau routier, cela en vue de soutenir les efforts entrepris par le gouvernement. Un message du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier lors d'une campagne de sensibilisation dont nous parle Mama Traoré. Des routes en construction, d'autres déjà réalisées. À Abidjan comme à l'intérieur du pays, les transporteurs sont les premiers à profiter de l'amélioration du réseau routier. Premiers bénéficiaires, donc premiers protecteurs de ces infrastructures essentielles à la mobilité des personnes et des biens. C'est en tout cas la conception du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier. L'observation des dispositions qui sont contenues dans la stratégie nationale de la sécurité routière concernant la question de la lutte contre l'incivisme sur les routes ivoiriennes. On peut être un transporteur routier. On peut être un usager de la route, mais si on n'a pas des infrastructures adaptées, premièrement, le transporteur ne rentabilise pas son affaire. Deuxièmement, la sécurité de nos populations est en jeu. Ibrahim Diaby sensibilise désormais ses collègues transporteurs sur la nécessité de préserver le réseau routier, message qu'il est allé porter aux acteurs du transport routier des régions du Go et du Lodjibois. Nous sommes prêts à nous engager pour se unir et pour faire l'effort pour que le transport puisse avancer. De notre devoir aussi, pour veiller sur la route. Il a prodigué de sages conseils, à nous de les appliquer. C'est ce que l'État demande aujourd'hui. Il faut moderniser le transport, il faut réglementer le transport. La région de l'Indigné sera la prochaine étape de sensibilisation sur la protection du réseau routier, initiée par le Haut Conseil du patronat des entreprises du transport routier.
Au Rwanda, avec l'augmentation du nombre de gorilles de montagne dans le parc national des volcans, les grands singes luttent pour trouver l'espace nécessaire à leur croissance et à leur épanouissement. Pour tenter donc de résoudre ce problème, le Rwanda prévoit d'étendre son parc en ajoutant 23% de surface supplémentaire au cours de la prochaine décennie. Reportage. Dans le parc national des volcans, c'est l'heure du déjeuner pour Marambo. Ce gorille de montagne de 25 ans et sa nombreuse famille sont le symbole du succès des efforts déployés par le Rwanda pour défendre une espèce encore considérée il y a peu comme en danger critique d'extinction. Un succès tel que ces primates à la fourrure brillante, qu'on appelle les dos argentés, sont désormais un peu à l'étroit dans un parc qui a fortement rétréci sous l'effet de la pression démographique. Ces 50-60 dernières années, le parc a perdu 54% de sa superficie. Et alors qu'un effort a été fait pour que la population des gorilles de montagne remonte jusqu'au nombre actuel, l'habitat, lui, n'a pas changé. Le massif des Virunga, à cheval sur le Rwanda, l'Ouganda et la République démocratique du Congo, ne comptait plus que 250 gorilles dans les années 80. Depuis, leur nombre a quadruplé, grâce à une sécurité renforcée pour lutter contre le braconnage, grâce aussi au tourisme généré par les dos argentés qui a fait changer le regard porté sur eux par les populations locales. Les gorilles ont en effet permis indirectement de financer la construction d'écoles et autres équipements. Mais la multiplication du nombre de ces primates a un gros revers. Les différentes familles habitant le parc s'y croisent en effet de plus en plus, ce qui déclenche de plus en plus de combats au cours desquels les bébés courent de grands risques. Nous avons enregistré la mort de 7 dos argentés. Il s'agit encore une fois d'une conséquence de l'augmentation du nombre de groupes vivant dans la même zone, sans s'éloigner et aller dans le reste du parc. Cela entraîne plus d'interactions entre les groupes et donc plus d'infanticides. Autre conséquence, les gorilles s'aventurent aujourd'hui dans les zones habitées à la recherche de nourriture. Or, ils sont vulnérables aux maladies humaines comme la grippe, la pneumonie ou même Ebola. Le Rwanda a donc décidé d'étendre massivement son parc. Notre objectif, au cours des 5 à 10 prochaines années, c'est d'agrandir le parc de 37 km², ce qui correspond à une augmentation de 23% de la superficie effective du parc. Cela veut dire restaurer la forêt, mais aussi reloger environ 4000 familles d'agriculteurs. Kigali leur promet des indemnisations et leur fait miroiter la construction de villages modèles. Mais certaines familles redoutent de ne pas retrouver de terrain aussi fertile qu'ici. En bref, les États-Unis ont promis de faire rendre des comptes aux rebelles yéménites Houthis qui ont revendiqué une attaque meurtrière contre l'aéroport international d'Abu Dhabi et une zone industrielle proche. Batibot sera bientôt le premier engin mobile sous-marin au monde installé en permanence à 2500 mètres de profondeur pour percer les mystères des abysses. Réaction. On veut étudier sur 5 à 10 ans l'impact du changement climatique sur le milieu profond. On peut imaginer que cet observatoire marin, c'est l'équivalent de ce qui est fait sur Mars actuellement avec Persévérance. Batibot, c'est le Persévérance du domaine profond. Il enregistrera en fait des paramètres environnementaux comme le courant, la salinité, la fluorescence. On a une caméra haute sensibilité et haute définition qui permet de faire de filmer les espèces bioluminescentes dans l'obscurité totale. Voilà, c'est ici que nous mettons un terme à ce journal. Nous serons de retour très vite, 7h30 pour être précis. Merci Régis Kofi. Il a dit à 7h30, ça sera le troisième et dernier flash de l'information sur Matin Bonheur de ce mardi 18 janvier 2022. J'ai l'impression que l'année passe vite déjà, les jours s'écoulent rapidement, le mois de janvier. J'ai l'impression que cette année, c'est passé rapidement. C'est passé rapidement parce que
Il y a des personnes autour de nous qui ne se portent pas bien et qu'on souhaite revoir rapidement sur pied. Et c'est pour cela qu'on souhaite vous rappeler de vous laver les mains, de garder la distance, de porter vos différents cache-nez, de respecter les mesures barrières pour préserver notre santé. Qui aime, protège. Et parce que nous vous aimons, nous vous rappelons juste à travers ce spot qu'il faut vous protéger. Information Covid-19. Pourquoi faut-il porter un masque de protection? Le virus du Covid-19 est présent sur les surfaces infectées, mais surtout dans le creux du nez et de la bouche d'une personne contaminée qui fait la maladie ou pas. Le virus Covid-19 est présent dans les postillons ou microsalives que le malade distille lorsqu'il tousse ou lorsqu'il parle pour se propager dans l'air et infecter une personne bien portante. À deux ou à plusieurs, dans les lieux publics ou privés, il nous faut tous porter le masque de protection car il permet d'empêcher l'éparpillement des microsalives infectées du malade et de bloquer l'inhalation de ces postillons par une personne saine. Le masque agit comme une barrière contre les gouttelettes expulsées des voies respiratoires. Pour être efficace, il doit bien couvrir le nez et la bouche. Pourquoi faut-il respecter la distanciation sociale? Un individu qui parle diffuse involontairement autour de lui des postillons salivaires qui peuvent atteindre jusqu'à 1 mètre de distance autour de lui. La Covid-19 se trouve dans les voies respiratoires de la bouche et du nez d'une personne infectée qui fait la maladie ou pas et peut ainsi se propager, porter par ces gouttelettes et contaminer une personne bien portante. Nous pouvons stopper la propagation de cette maladie en maintenant une distance sociale d'au moins 1 mètre entre nous et les autres, c'est-à-dire ne pas se serrer la main et ne pas se faire d'accolade. Protégeons-nous, protégeons les autres. Plus d'informations au 119, appel gratuit. Information Covid-19. Pourquoi faut-il se laver régulièrement les mains? La Covid-19 est un virus qui peut nous infecter en passant par les yeux, le nez ou la bouche. Le plus souvent, ce contact a lieu par les mains. C'est pourquoi il est recommandé de bien se laver les mains avec du savon et de l'eau ou avec un gel hydroalcoolique avant de manger, de boire, après avoir touché une surface contaminée ou après avoir été dans un endroit public. Le lavage régulier des mains est un geste simple pour prévenir la propagation du virus. Protégeons-nous, protégeons les autres. Plus d'informations au 119, appel gratuit. Ce matin, RKK Renaud Kevin Kobia est accompagné de Li Emegwa Ludovic, rédacteur en chef de Radio Yopougon pour la revue de presse et aujourd'hui c'est l'intégrale. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse. Naomi a déjà si bien planté le décor qu'on va y aller directement. Bonjour Liemé. Bonjour Renaud. Je le rappelle, rédacteur en chef de Radio Yopougon et c'est avec lui qu'aujourd'hui on va faire le tour des titres que nous avons retenus pour ce numéro de l'intégrale de la revue de presse. Et on démarre tout de suite avec l'Inter, selon lequel le président de la République met ses ministres et cadres au pas. Liemé. Oui, Renaud, tu l'as dit et le confrère de l'Inter fait bien de le signaler. Deux faits interpellent donc la presse ivoirienne en ce qui concerne le parti du président Alassane Ouattara, mais également aussi et surtout le gouvernement. Vous le savez, ce n'est plus un secret de le dire. Hein, et, bon, la Côte d'Ivoire est en attente d'un nouveau gouvernement et lorsque les tractations sont en cours, il y a beaucoup de choses qui se disent dans les couloirs, il y a beaucoup de questions qui ne devraient pas arriver aussi sur la place publique qui y arrivent et pour cela, il faut que le président de la République puisse donc donner le ton en invitant les uns et les autres au calme, à la retenue et faire confiance à ceux qui sont aux affaires, laisser donc le Premier ministre Patrick Hachi faire les différentes concertations et sortir le gouvernement au moment opportun. En le disant, on pense également à la nouvelle monture du parti RHDP. Vous savez, il y a quelques semaines en arrière, le président a décidé donc de restructurer le parti en confiant donc la tâche au ministre Gilbert Kafana Koni avec son équipe. Maire de la commune de Yopougon. Voilà, le maire de la commune de Yopougon. Voilà. La commune de vous êtes le voilà, donc qui devrait donc faire des
consultations, mais également travailler avec d'autres cadres du parti pour faire en sorte que dans les jours qui arrivent, le RHDP ait une nouvelle coloration. Bon, en même temps aussi, on comprend un peu l'agitation des cadres du parti, hein, parce que qui dit remaniement ministériel dit forcément sortie ou entrée de nouvelles personnalités. C'est toujours sortie, entrée, déplacement, soit d'un poste à un autre. Et quand on est habitué à rester aux affaires sur une certaine période, on ne se voit plus dans la peau de Renaud Kevin comme un citoyen lambda. On veut toujours rester aux affaires. On comprend donc l'inquiétude des uns et des autres. Mais sur la question, le président se veut ferme. Il faut laisser les gens travailler. Il faut faire confiance à l'équipe du Premier ministre Patrick Achi. On se souvient que des embrouilles donc, au niveau du RHDP, mais aussi et surtout autour de la personnalité du Premier ministre avait conduit donc, le chef de l'État à prendre cette décision pour laisser Patrick Achi travailler sereinement. Et donc, c'est un signal fort qu'il donne. Et il a dit, il faut qu'on aille vite dans son discours à la nation. Le 31 décembre, il a dit, il faut qu'on aille bien, mais qu'on aille vite parce que les Ivoiriens ont des problèmes. Il faut que du point de vue social, qu'on réponde aux attentes des populations. Ce n'est pas à travers des questions de poste que ces questions-là vont se régler. Il faut qu'on laisse le gouvernement Patrick Achi travailler. Il faut que ceux qui ont à charge la restructuration du RHDP travaillent également et que les résultats soient connus le mois opportun. Vous savez que les fuites dans la presse ont amené le chef de l'État à faire passer, à reporter encore, sinon la date du 15 décembre avait été annoncée, mais on a dû reporter l'échéance parce que le président veut que le travail soit bien fait, mais que ce soit lui qui donne le temps. Voilà, qui donne le temps. C'est pas dans la rue qu'on va s'informer. En tout cas, le temps est donné. Et il a, comme le dit le confrère L'Inter, mis ses ministres et cadres au pas pour laisser les choses se faire et, comme l'a dit notre invité, permettre au gouvernement de travailler sereinement et surtout aller, comme c'est annoncé, à ce remaniement ministériel et surtout annoncer les couleurs pour la restructuration du parti au pouvoir. Eh bien, on passe à un autre sujet qui, lui, est développé par l'Expression. C'est celui de l'affaire de l'incompatibilité de certains députés qui occupent, en même temps qu'ils occupent des postes de députés, qu'ils sont députés de la nation, occupent des postes administratifs dans l'administration publique et aussi font des affaires. Oui, connaissant le président Alassane Ouattara, je pense que c'est une question qui va se régler. Renaud, il y a quelques années en arrière, l'Assemblée nationale avait donc pris des dispositions pour faire en sorte que ce genre de situation n'arrive pas en instaurant le principe de la suppléance. Oui. C'est ça, le principe de la suppléance, c'est de faire en sorte que si je suis député, élu député dans une circonscription et que mon emploi actuel m'empêche donc de siéger, mon suppléant peut donc prendre cette place-là pour que le parti qui a porté ma candidature bénéficie toujours de ce siège-là. Aujourd'hui, on arrive aux affaires et on se rend compte qu'il y a des députés qui continuent donc de garder leurs emplois d'avant et de cumuler cela avec le poste de député, sachant très bien que cela est incompatible. C'est vrai que la décision revient au bureau de l'Assemblée nationale, mais déjà l'exécutif a donné le temps pour dire que les choses ne doivent pas se faire de cette façon. Oui. Et là, quand on est député, on est là pour légiférer. On ne prend pas une loi pour faire le contraire. Et je crois que dans les jours qui viennent, le vice-président de l'Assemblée nationale l'a annoncé. Dans les jours qui viennent, oui. C'est sûr que des mesures seront prises dans ce sens-là et que les députés concernés, ils sont 11 au total, ces députés, ils auront un choix à faire, soit rester au Parlement ou retourner à leur poste. En tout cas, le vice-président de l'Assemblée nationale, Adama Bittogo, l'a annoncé hier au cours d'une session de l'Assemblée nationale. Avant fin janvier, cette question sera définitivement réglée. Eh bien, on continue avec le développement des titres des journaux de ce jour et on s'intéresse au journal Le Jour Plus, selon lequel le gouvernement cherche de nouveaux directeurs généraux pour certaines entreprises publiques et un appel à candidature a été lancé. Oui, au départ, une question de moralisation de la vie publique. Des audits lancés dans plusieurs directions avaient conduit donc au limogeage d'un certain nombre de directeurs. Aujourd'hui, il faut faire en sorte que ces postes-là soient pourvus. Donc, les appels à candidature qui ont été lancés, c'est dans le but de faire en sorte que les différents postes-là soient pourvus, notamment au fonds d'entretien routier, au VITIB et puis à la nouvelle pharmacie de la santé publique. Mais je pense que c'est un signal fort que
que le gouvernement donne. Bonne gouvernance. Voilà, c'est un signal fort de bonne gouvernance, mais également un signal fort à tous ceux qui auraient des capacités à faire des compétences. Il faut venir postuler. Mais en venant postuler, sachez bien qu'on ne vient pas pour se servir, on vient pour servir la nation. Bien évidemment. Les audits sont là à tout moment, donc on peut faire les audits. Et c'est bien de le faire. Cette histoire de moralisation de la vie publique, de bonne gouvernance, ça doit être à tous les niveaux. On se souvient qu'il y a quelques années en arrière, le président avait demandé que les ministres qui arrivent au gouvernement, qui déclarent leurs biens, leur patrimoine, afin qu'on sache, lorsque tu es arrivé au gouvernement, qu'est-ce que tu avais, et au moment où tu pars, qu'est-ce que tu as, et tout ce que tu as pu avoir aujourd'hui, comment est-ce que cela a été acquis. Et ça, c'est une bonne disposition lorsqu'on veut aller de l'avant, lorsqu'on parle de développement, mais surtout lorsqu'on est en train de bâtir une démocratie, ce sont des aspects à prendre en tout cas, et on attend de voir qui seront les heureux élus pour ces trois... Renaud, les cadres ne manquent pas dans ce pays. En tout cas, voilà, les cadres, il y en a à foison. Voilà, c'est pourquoi c'est bien de faire des appels à candidature. C'est vrai qu'on veut parfois faire plaisir aux cadres du parti, mais les cadres, il y en a aussi de tous bords. Il faut ouvrir les candidatures et puis permettre à ceux qui se sentent aptes de venir postuler. En tout cas, on attend de savoir qui seront ces personnes qui seront retenues pour diriger ces structures d'État. 3, il faut le rappeler, pour lesquelles des appels à candidature ont été lancés. Fraternité Matin, c'est à lui qu'on s'intéresse maintenant, et il nous parle des grands chantiers du ministère de la fonction publique qui ont été annoncés hier par la ministre Anne Désiré Oloto. Et parmi ces grands chantiers, il y a celui du traitement assez diligent à partir de cette année des cas des personnes qui vont à la retraite concernant leur pension. Oui, l'idée c'est de faire en sorte que désormais, dès le premier mois de la retraite, que le fonctionnaire qui a été au service de la nation durant toutes ces années, que dès le premier mois de la retraite, il puisse bénéficier directement de sa pension, qu'il ne soit pas soumis à toutes sortes de supplices. La retraite ne doit pas être perçue comme un purgatoire ou l'enfer. Mais écoutez, lorsqu'on a été au service de la nation et qu'on a travaillé pendant des années, la retraite, c'est le moment de se reposer et de regarder ses enfants grandir, ses petits-enfants grandir dans la sérénité. Ça ne doit pas être un parcours du combattant au point où on est stressé à 2-3 années de la retraite. Et je crois que cette mesure qui arrive maintenant avec la ministre Anne Désiré Oloto arrive à point nommé. Et cette mesure-là, elle la prend en mettant en mission tous ces directeurs centraux pour dire il faut aller vite, il faut bien faire les choses. Nous devons moderniser l'administration, nous devons moderniser la fonction publique. Et je pense que déjà, cette mesure-là, elle est à saluer. Et avec elle, il n'y a pas que cette mesure, d'autres mesures ont été prises également en ce qui concerne la réforme de l'École nationale de l'administration, l'adoption du code d'éthique et de déontologie de l'agent du service public. Toutes ces mesures-là sont de nature, en tout cas, à moderniser l'administration. Maintenant, une chose est de prendre les mesures. L'application de ces mesures aussi, c'était notre challenge. En tout cas, elle a dit qu'elle veillerait personnellement à l'application de ces mesures-là en étant assez ferme dans le suivi de toutes ces mesures qui ont été annoncées hier, et c'était à l'École nationale d'administration au moment du lancement des activités de cette année pour le ministère de l'Emploi, plutôt le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Autre titre qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le nouveau réveil qui parle, mais vraiment d'un cri de cœur, on pourrait le dire ainsi, du groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire qui n'en peut plus, qui étouffe et qui projette, si besoin en est, une journée ville morte en Côte d'Ivoire. Oui, l'heure est grave, il faut le dire, le domaine de la presse est sinistré, ce n'est pas maintenant qu'on vous l'apprend. Vous savez, la presse ivoirienne est en train de mourir, cela date de plusieurs années. On se souvient encore tout petit que Edipresse, à travers la Poste, convoyait les journaux à l'intérieur du pays. Depuis des années 80, on continue d'utiliser les mêmes canaux de distribution. Renaud, à un moment donné, il faut revoir la machine, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, il faut revoir la machine, il faut revoir la façon dont... Et puis, il faut se dire qu'il y a de nouveaux médias qui arrivent aujourd'hui, il faut s'adapter. Le secteur de la presse est sinistré. C'est vrai qu'on regarde du côté de l'État, on veut un soutien de la part de l'État de Côte d'Ivoire. C'est vrai que l'État est la mère de toutes ces structures-là, mais après, il faut repenser la machine. Il y a des grands cadres qui sont dans le domaine de la presse et qui pourraient quand même penser à apporter des réflexions, restructurer le domaine de la presse.
presse, la subvention de l'État, elle n'arrive plus, elle n'arrive pratiquement plus. Mais vous savez que l'État a mis en place aussi le fonds de soutien de développement de la presse. Il faut regarder aussi du côté de ce fonds-là, en faisant des propositions concrètes pour faire en sorte que la presse puisse sortir véritablement de son ce coma. Voilà, de ce coma. Ça ne va pas. Écrite qui en la presse écrite. Les plus gros coups. Hein. On a oui, vu parce que les de Top Visage, un des titres emblématiques. Mais l'éléphant déchaîné qui annonce que dans les jours qui suivent, il n'y aura plus d'impression papier, les journées seront disponibles désormais en ligne. Oui. Et ça, je pense que ce sont des voies à explorer. Maintenant, en Côte d'Ivoire, est-ce que tout le monde est vraiment sur les réseaux sociaux? Est-ce que tous ceux qui sont touchés par la presse papier seront directement touchés en allant en ligne? C'est des réflexions à mener. Mais attention, la question à se poser, la presse est en difficulté. Il faut que quelque chose soit fait. Vous savez que le contrepoids qui est important dans la vie d'une nation qui se veut démocratique, ce contrepoids est apporté par la presse. S'il n'y a pas de presse et de presse forte, on ne peut pas parler véritablement de démocratie. Donc que ceux qui nous écoutent, qui nous suivent, pensent à faire quelque chose pour la presse ivoirienne. En tout cas, on en a grandement besoin. Et autre titre, l'IMA, qui, je suis sûr, va vous intéresser particulièrement, c'est celui relatif au pain dont le prix risque d'augmenter. Oui, la baguette est à 150 francs depuis plusieurs années. Les boulangers ont fait des efforts aussi jusqu'à maintenant. Vous savez, il y a quelques mois en arrière, on a entendu dans la presse, enfin sur les réseaux sociaux, que voilà, le prix de la baguette avait augmenté. Oui. Moi, je dis attention, ça c'est une balle d'essai qu'on lance comme ça sur les réseaux sociaux. Si les populations ne réagissent pas, ça va revenir après. C'est à cela qu'on arrive. Mais derrière, il y a quand même un argument qu'ils avancent. Oui. Les coûts de production qui ont augmenté, comme ça a été le cas aussi dans la presse. Les coûts de production ont augmenté. Le sac de blé qu'on achetait, que les boulangers achetaient à 11 000 francs, est passé aujourd'hui à 23 000 francs, pendant que le coût de la baguette n'a pas changé. Oui. Voilà, ça interpelle quand même. Mais ici, je pense que c'est un produit de grande consommation. Il faut qu'on regarde du côté de l'État. Déjà, ils sont dans une bonne dynamique en ne décidant pas d'augmenter directement. Oui. Ils appellent, eux-mêmes décident d'aller à la table des discussions, à la table des négociations avec le ministère. Je pense que c'est déjà une très bonne démarche. C'est à l'État maintenant de donner un signal fort en décidant, par exemple, d'apporter des allègements du point de vue fiscal à ces opérateurs-là pour que le coût puisse rester tel, ou encore que... qu'on décide, par exemple, d'apporter une subvention, voilà, pour leur permettre, donc, pour aider les boulangers, parce que derrière, on est conscient que la population consomme beaucoup de pain et que l'augmentation du coût de la baguette aura un impact sur la vie de la communauté. Oui. Mais on espère que les choses vont avancer dans ce sens-là. Et on parle d'un événement tragique qui s'est produit à Touba. C'est celui relatif à un gendarme qui a été abattu dans l'exercice de ses fonctions. Alors, ce n'est pas la première fois que cela arrive, c'est à déplorer. Les forces de défense et de sécurité sont là pour notre sécurité et eux aussi ont besoin de sécurité. Oui. Cette sécurité-là incombe d'abord aux différents commandants qui sont dans ces zones, faire en sorte qu'en allant même sur le terrain, en allant en intervention, qu'eux-mêmes leur sécurité soit d'abord assurée. On ne peut pas être en difficulté, en danger, soi-même y espérer sécuriser un territoire donné. Je pense que le commandant supérieur de la gendarmerie a tapé du poing sur la table en donnant un signal fort pour que vraiment chaque commandant à son niveau puisse prendre les mesures idoines pour que cela ne se reproduise plus jamais. Mais en tout cas, on espère que les agents des forces de défense et de sécurité qui sont partout sur l'étendue du territoire national pourront désormais assurer leurs fonctions dans des conditions de sécurité maximales pour éviter que ce genre de situation ne se produise. Et puis, pour terminer, l'IMA, juste cette information que je vais donner, il y aura à compter aujourd'hui, mardi, des exercices militaires qui seront faits par les forces armées de Côte d'Ivoire et des avions à cette occasion vont survoler le ciel d'Abidjan et celui de Jacquesville. Et cette activité se tient de concert avec le commandement militaire américain qui se trouve ici en Afrique. Merci de nous avoir suivis. On vous laisse en compagnie de Naomi pour la suite de Mathématiques. Vous-même, vous savez que vous n'allez pas nous laisser comme ça. Cette affaire de paix là. Oui. Mais les frères, c'est compliqué. Bon, on espère qu'une solution sera trouvée avec le ministère de tutelle pour éviter
que le prix de la baguette de pain augmente. Sinon, ça va être compliqué. Déjà que les portefeuilles des populations sont en souffrance depuis l'avènement de la Covid-19. Si on doit encore venir augmenter le prix de la baguette de pain, ça va devenir compliqué parce que tous les ménages ivoiriens pratiquement consomment le pain. Mon invité l'a dit, c'est un produit de grande consommation. Si vous voulez qu'on prenne notre Denis Kacha pour faire riz couché, dites-nous. Bon, je veux dire, il faut qu'on commence déjà à chercher des solutions palliatives. Oui. Parce que si le prix de la baguette de pain augmente... Je ne sais pas pour vous, peut-être que vous êtes plus âgé que moi, peut-être, mais avant là, avec 25 francs, on pouvait manger du pain? Bon, en tout cas, il y en avait pour toutes les bourses. Oui. Il y en avait pour toutes les bourses. 150 francs, vous trouvez que c'est pas assez cher? En même temps aussi, il faut comprendre la préoccupation des Non, ventre affamé n'a plus d'oreilles, frère. Oui, mais bon... On ne peut plus comprendre. Je veux dire, les populations comme vous et nous, on ne peut pas comprendre que le prix de la baguette de pain augmente, mais les opérateurs du secteur souffrent. Le débat continue. Le président des consommateurs qui s'est levé tout à l'heure, on espère qu'il va nous trouver une solution. On a fait. Franchement. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup de plaisir. Monsieur Goua Ludovic, rédacteur en chef de Radio Yopougon, ce fut un plaisir de vous suivre durant ces quelques minutes-là. Il revient la semaine prochaine? Oui, on sera avec lui le jeudi. C'est chic ça. Oui. Allez, on se retrouve dans quelques instants, mais avant, on marque une petite pause qui se veut publicitaire. Information Covid-19. Pourquoi faut-il se laver régulièrement les mains? La Covid-19 est un virus qui peut nous infecter en passant par les yeux, le nez ou la bouche. Le plus souvent, ce contact a lieu par les mains. C'est pourquoi il est recommandé de bien se laver les mains avec du savon et de l'eau ou avec un gel hydroalcoolique avant de manger, de boire, après avoir touché une surface contaminée ou après avoir été dans un endroit public. Le lavage régulier des mains est un geste simple pour prévenir la propagation du virus. Protégeons-nous, protégeons les autres. Plus d'informations au 119. Appel gratuit. Madame, Monsieur, voici le dernier rendez-vous de l'actualité dans Matin Bonheur. Venance Conan sensibilise les populations des régions de Lifou et du Nzi. Le président du conseil d'administration de l'IDT, Société ivoirienne de télédiffusion, parle de l'importance de la TNT, télévision numérique terrestre, et comment disposer des équipements. Soro Corona. Le basculement du système analogique au numérique est désormais une réalité en Côte d'Ivoire depuis le 13 novembre 2021. Une nouvelle donne qui oblige les populations à disposer des équipements de la TNT, télévision numérique terrestre, avant de recevoir des images de télévision. Pour amplifier la sensibilisation auprès des populations, le président du conseil d'administration des IDT, Société ivoirienne de télédiffusion, Venance Conan, est sur le terrain. À Bokanda, Daoukro, Prikourou, Wele et Mbayakuro, Venance Conan a expliqué aux populations l'importance et les bienfaits de la TNT. C'est une nouvelle norme technique qui permet à l'État de pouvoir offrir plusieurs chaînes de meilleure qualité à un moindre coût. Voilà pourquoi aujourd'hui la Côte d'Ivoire a 7 chaînes gratuites. La TNT, il faut le savoir, c'est gratuit. Une fois que vous avez acquis et l'antenne et le décodeur, c'est ce message que je venais expliquer à nos parents. Pour le PCA des IDT, la TNT offre des opportunités d'emploi pour les jeunes. C'est un gisement d'emploi pour nos jeunes frères, pour nos enfants, pour nos neveux, pour nos cousins qui sont là, qui attendent que quelqu'un vienne leur donner l'argent. Ne serait-ce qu'en étant installateur ou revendeur, ils peuvent gagner leur vie là. Cette démarche du président du conseil d'administration des IDT est appréciée. Aujourd'hui, le président de la République a dit qu'il va offrir du travail aux jeunes, en tout cas de la Côte d'Ivoire, en venant donner cette information, former des jeunes pour être des installateurs, c'est un projet pourvoyeur d'emploi. Arrivé au village, je vais informer tous les jeunes pour qu'on puisse venir faire la formation. La télévision numérique terrestre offre une meilleure qualité d'image et de son. Les équipements de la TNT empêchent la coupure du signal en cas d'orage. Pour l'heure, la TNT compte 7 chaînes de télévision en Côte d'Ivoire. Une autre campagne de sensibilisation qui porte cette fois sur l'immigration clandestine. La cible, la jeunesse de la région d'Unzi dans le centre-est du pays. L'initiative de la Fondation Espoir de Dimokro en partenariat avec le Club des Amis de la Culture. Jean-Marc Adjadji. Ils sont des milliers, ces jeunes qui chaque année optent pour l'immigration irrégulière.
Selon l'Organisation internationale pour les migrations OIM, l'année 2021 est classée année record avec plus de 28 000 migrants. À Dimbokro, la jeunesse est sortie écouter le message de la Fondation Espoir de Dimbokro à travers des activités telles qu'un don de sang, un tour cycliste et un match de gala. Pour les initiateurs, mener ce genre d'action peut contribuer à rendre la jeunesse plus consciente sur les risques de l'immigration irrégulière. J'espère que ce genre d'initiatives pourront être perpétuées dans le temps et aussi permettre aux jeunes d'être mieux sensibilisés et d'avoir un impact fort et de leur montrer que c'est possible de pouvoir se battre sur leur sol et de pouvoir s'en sortir. Le Super Ebony 2019, Serge Coléa et son équipe sont venus soutenir l'initiative. Bientôt, une campagne dénommée Reste chez toi va sillonner la Côte d'Ivoire. Le concept Reste chez toi va sillonner toute la Côte d'Ivoire pour parler de paix, mais surtout pour inviter nos jeunes à éviter de s'inscrire dans cette vision de migration irrégulière qui les mène à la mort, qui les mène à un avenir incertain. Et pourtant, il y a tellement d'opportunités en Côte d'Ivoire, il y a tellement d'opportunités en Afrique pour nos jeunes qui, malheureusement, ont décidé de s'inscrire dans cette voie sans issue. Aujourd'hui, il faut que nos jeunes qui sont concernés par cette thématique se lèvent eux-mêmes pour parler aux jeunes. C'est pourquoi, en tant qu'ambassadeur de la paix, nous soutenons l'initiative de ces jeunes. La caravane Reste chez toi est un concept du Club des Amis de la Culture. Bientôt, cette campagne sillonnera des communes et régions de la Côte d'Ivoire. Elle aura pour objectif de sensibiliser la jeunesse à l'immigration clandestine. Paris a qualifié lundi d'inacceptable les violences policières dont des journalistes ont été la cible lors de manifestations contre le président tunisien Kais Saied vendredi dernier. Plusieurs journalistes, notamment des correspondants de la presse française et internationale, ont été victimes de violences alors qu'ils couvraient les manifestations qui se sont tenues à Tunis le 14 janvier dernier. Cela n'est pas acceptable, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. L'ex-président ukrainien Petro Poroshenko est rentré dans son pays hier lundi après un mois d'absence et malgré la menace d'une arrestation pour haute trahison. Il accuse son successeur Volodymyr Zelensky d'avoir ordonné des poursuites contre lui pour détourner l'attention des problèmes réels de l'Ukraine. Et puis, un astéroïde va passer au plus près de la Terre aujourd'hui. L'objet spatial d'1 kilomètre de diamètre sera visible au télescope lors de son passage au plus près de nous. Mais pas d'inquiétude, assure la NASA. L'astéroïde n'entrera pas en collision avec notre belle planète. Il va frôler la Terre, passant à moins de 2 millions de kilomètres au-dessus de nos têtes. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie de Naomi, qui n'est pas loin. Merci beaucoup, Régis Kofi. Ne partez surtout pas. Vous savez quoi? Pendant que vous étiez en train de nous servir, comme vous le faites avec professionnalisme et petite note d'humour tous les jours, je vous imaginais en train de nous présenter le flash d'information depuis chez vous en mode télétravail. Ça allait donner quoi? Sur votre lit. Ah oui, c'est sur le lit, parce que chez moi, j'aime être sur le lit. Voilà, on aime être détendu chez nous à la maison. C'est pas évident, hein, ce mot de télétravail. Être à la maison et travailler, les conditions ne sont pas forcément toujours réunies, n'est-ce pas? Sûrement, c'est ça. Merci beaucoup, Régis. On se retrouve demain par la grâce de Dieu. Excellente journée. Vous l'avez compris, amis téléspectateurs fidèles de Matin Bonheur. Aujourd'hui, on saura tout sur le mot télétravail avec Maître Vanessa Balleroux qui nous dira bien sûr tout ce que nous devons savoir sur le télétravail après ce jingle. Maître Vanessa Balleroux, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Amousso. C'est chez vous, hein? Merci. C'est à l'aise, on n'a même plus besoin de vous dire. C'est-à-dire que quand elle arrive, tac, 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 elle est déjà installée. On n'a même plus besoin de l'installer. C'est sa maison. Et aujourd'hui, elle parle d'un sujet, franchement, qui nous touche particulièrement. Même si nous, on se sent un peu lésés dans l'histoire, parce qu'avec notre métier, c'est compliqué de faire ce mode de travail, télétravail. C'est quoi exactement, juridiquement parlant? D'accord, merci beaucoup. Alors le télétravail, tout simplement, c'est un nouveau mode d'organisation du travail qui consiste à permettre aux salariés
d'exécuter ces tâches grâce aux moyens de technologie, aux nouveaux moyens de technologie de communication, d'exécuter donc ces tâches en dehors des locaux de l'entreprise. Donc en général, le salarié va travailler depuis chez lui ou il peut aussi travailler depuis tout autre endroit qui lui sied et qui lui permet de se connecter et d'être en lien avec son employeur par ce biais. Et on a vu ce mode se développer avec la crise planétaire. On parle de Covid-19 justement qui a obligé plus d'un à rester à la maison. C'est vrai, et ça a été l'élément déclencheur qui a incité les autorités à introduire ce nouveau mode d'organisation du travail dans le Code du travail au moyen d'une ordonnance. Donc on a tenu compte du fait que pendant la crise de Covid, ce sont plus de 34 000 salariés qui ont été mis au chômage technique parce que ne pouvant plus se rendre dans les locaux de leurs entreprises respectives. Et ce sont malheureusement plus de 1800 personnes qui, à la suite du chômage technique, ont perdu leur emploi dans le cadre de licenciements pour motifs économiques. Donc, tenant compte de cela, le gouvernement a décidé d'insérer dans la loi la possibilité de travailler en télétravail pour ceux qui ont la possibilité de le faire. Merci. Pour ceux qui ont la possibilité de le faire, et qui sont ceux-là? Ceux qui ont la possibilité de le faire, d'abord, ce sont les personnes qui sont les travailleurs qui sont régis par le Code du travail. Donc, nos amis et frères fonctionnaires ne sont pas concernés par cette modalité de travail. Donc, la loi est très claire. Il s'agit des personnes qui sont régies par le Code du travail. Or, on sait que les fonctionnaires sont soumis au Code de la fonction publique. Donc, ils sont, pour le moment, en tout cas, pas concernés par ce nouveau mode d'organisation du travail. Et pourtant, je ne vais pas dénoncer, mais on voit des fonctionnaires qui en profitent. Pardon? On voit des fonctionnaires qui en profitent. Ben oui, ben profite. Oui. Bon, écoutez, si bon, au cas par cas on le leur permet, mais en tout cas, légalement, c'est une nouvelle mesure qui est prévue, mais qui concerne pour le moment les personnes qui sont régies par le Code du travail, donc les travailleurs du privé. Et les travailleurs du privé, on peut citer quelques exemples de secteurs d'activité? Ce sont les personnes qui ont la possibilité de travailler avec un ordinateur, voilà, pour faire simple. Donc, malheureusement, tous ceux qui sont dans des tâches qu'ils exécutent manuellement vont devoir encore se déplacer pour y aller. On n'a pas encore la technologie qui permet de le faire à distance. Peut-être que dans quelques années, on aura la technologie qui permettra d'actionner des machines sur place depuis chez soi. Mais pour le moment, ce sont ceux qui exécutent des tâches à l'aide d'un ordinateur qui ont la possibilité d'être placés en télétravail. Et on a des fonctionnaires qui, justement, utilisent l'ordinateur pour travailler. Et malheureusement, la loi ne les concerne pas. Encore. Pour l'instant. On n'est pas concerné, en fait. Et justement, avec cette loi, il y a forcément des sanctions si on ne la respecte pas comme elle est définie. Quand je prends l'exemple de certains fonctionnaires qui, justement, ont la possibilité de travailler à travers un ordinateur, un téléphone portable, et qui décident de le faire depuis chez eux, on peut donc être sanctionné? Pour un fonctionnaire? Oui. Écoutez, puisque la loi ne concerne pas les fonctionnaires. La loi ne concerne pas les fonctionnaires, certes. Bien, je pense qu'il y a des modalités d'organisation en interne au sein de la fonction publique qui permettent aux chefs de service, aux chefs de département ou carrément aux ministres, pourquoi pas, d'autoriser que par voie de circulaire en interne, que certaines personnes qui ont la possibilité de le faire. Si ce sont des circonstances exceptionnelles comme celle de la Covid-19, eh bien, je pense qu'il y a eu des modalités qui ont été mises en place au moment de la survenue de la pandémie, donc courant 2020, pour que les fonctionnaires puissent être éloignés de leur lieu de travail, mais qu'on puisse assurer la continuité du service public. Pour ceux qui avaient la possibilité de travailler de chez eux, je pense qu'ils ont dû pouvoir le faire. Mais cela étant dit, le télétravail, puisqu'il concerne essentiellement les travailleurs du privé, il doit faire l'objet d'une mention dans le contrat de travail ou d'un avenant au contrat de travail. Voilà. Donc vous avez un contrat de travail, on modifie votre contrat de travail pour dire que vous avez désormais la possibilité d'exercer totalement ou partiellement votre tâche depuis chez vous. Les horaires seront indiqués, tout ça? Les horaires sont indiqués, ce sont les horaires de l'emploi. Ce sont les horaires habituels de l'entreprise. La spécificité du télétravail, c'est que vous allez exécuter votre tâche hors des locaux de l'entreprise.
Voilà la simple différence. Et il n'y a pas de sanction si jamais on ne respecte pas? Le télétravailleur, c'est d'abord le travailleur, donc, qui exécute sa tâche hors de l'entreprise. Donc, il est soumis au règlement intérieur de l'entreprise. Il reste soumis à ses obligations prévues par le Code du travail, prévues par toute la réglementation du travail. Donc, la seule différence, c'est qu'il exécute sa tâche depuis chez lui ou depuis un endroit où il a la possibilité de se connecter. Donc, il sera soumis aux mêmes horaires, par exemple. Il reste soumis au pouvoir de direction et de contrôle de son employeur. Il reste soumis au règlement intérieur de son entreprise. Donc, c'est un travailleur de l'entreprise. Simplement, il n'est pas en présentiel au sein des locaux. Il exécute ses tâches depuis chez lui. Donc, il reste disponible aussi sur ses horaires de travail tels que définis par son contrat de travail ou par le règlement intérieur de l'entreprise. Il reste soumis à ces horaires-là. Donc, il est disponible pendant ces horaires-là. Il est connecté pendant ces horaires-là. Il exécute ses tâches pendant ces horaires-là. En dehors de ce cadre-là, eh bien, on ne peut pas intervenir et puis considérer qu'on est en télétravail indéfiniment ou alors qu'on peut être en télétravail depuis son lit. Même si ça peut arriver. Ça peut arriver, mais bon, l'idéal, c'est d'être dans une posture quand même qui soit propice à l'exécution d'une tâche professionnelle. Exactement, mais est-ce que ça ne remet pas en cause l'efficacité du travailleur ? À la maison, il y a beaucoup de distractions. On peut même être tenté de ne pas être à la maison. Tant qu'on a Internet, aujourd'hui avec les télécommunications, on peut se retrouver partout et être connecté. Est-ce que ce n'est pas difficile finalement pour les employeurs d'avoir des employés qui ne sont pas forcément dans les conditions pour donner le meilleur d'eux-mêmes ? Alors, l'idéal, c'est que le salarié soit dans les conditions pour donner le meilleur de lui-même. C'est la raison pour laquelle, en principe, le travail s'organise en tout cas dans les locaux de l'entreprise. Maintenant, c'est vrai qu'il faut tenir compte de ces éléments-là. Mais bon, par exemple, si on organise le télétravail et que les enfants sont scolarisés, on imagine qu'il y aura moins de bruit. Bon, c'est une question aussi de confiance entre l'employeur et le travailleur qui est en télétravail. Et à partir de là, je pense qu'il faut confier les tâches aux salariés et puis lui faire confiance pour être assuré qu'il va exécuter ces tâches-là normalement. Parce que j'ai envie de dire aussi que vous pouvez très bien être dans les locaux de l'entreprise et puis être distrait toute la journée, avoir des salariés qui ne tiennent pas en place, qui se déplacent, qui sont pas forcément très très productifs, bien qu'ils soient dans les locaux de l'entreprise. Donc le télétravail, c'est aussi une question de confiance entre employeurs et salariés. Et on court aussi, vous parlez de confiance, mais l'employeur aussi court le risque justement que son travail ne soit pas fourni par l'employé désigné. On me confie une tâche, je la trouve difficile, je peux la confier à quelqu'un d'autre. Il n'y a aucune mesure de vérification. On va se baser à chaque fois sur la confiance ainsi ? J'ai envie de dire oui, parce que votre salarié peut très bien être dans vos locaux, sous votre nez, et puis contacter une autre personne pour lui dire, voilà, j'ai une difficulté dans mon travail. Est-ce que tu peux m'aider ? Oui, je défends les employés, parce que je trouve ça un peu dommage qu'on soit dans cette défiance-là. Parce que on observe un petit peu, il y a la législation ivoirienne, mais on observe un petit peu ce qui se passe dans le monde relativement à cette question du télétravail. Exactement. Et actuellement, par exemple, en France, on a commencé à mettre en place des sanctions pour les employeurs qui refusent d'autoriser leurs salariés à aller en télétravail. Vous voyez, donc, bon, je trouve on est dans le domaine du travail, c'est un lien particulier entre employeur et salarié. Si on doit rajouter la défiance envers son salarié, ça sera pas très agréable. Donc je pense qu'il faut faire confiance aux salariés pour qu'ils puissent exercer en toute conscience professionnelle correctement ses tâches. Est-ce qu'en mode télétravail, je suis régie par les mêmes conditions que lorsque je suis en présentiel, dans la mesure où je peux tomber malade, je peux avoir une indisponibilité, il faut donc faire des demandes pour être absente. Est-ce que c'est la même chose ? Oui, c'est la même chose. Que vous exerciez dans les locaux de l'entreprise ou à distance, vous restez soumis à la législation du travail. Donc si vous devez vous absenter pour cause de maladie ou pour un motif personnel, il faut en faire la demande comme si vous étiez dans les locaux de l'entreprise. Simplement là, puisque vous n'avez pas la possibilité de vous rendre dans l'entreprise, vous allez peut-être contacter votre employeur par mail ou passer un coup de téléphone pour l'avertir de la situation, puisque vous n'avez pas la possibilité de vous rendre dans son bureau, faire une demande écrite concernant votre problématique. De la même manière,
faire lorsqu'on est malade, même si on est en télétravail, il faut un certificat médical, il faut faire parvenir le certificat médical dans les délais. Non, vous êtes à la maison, mais vous êtes au travail. Non, mais en circonstances de télétravail, sauf à ce qu'on considère que personne n'a le droit de sortir dans la rue parce qu'il y a un couvre-feu, je ne sais pas. Mais a priori, vous êtes à la maison, certes, mais vous êtes toujours dans le travail. Donc, quelle que soit la problématique que vous avez, vous vous comportez comme si vous étiez dans les locaux de l'entreprise et vous vous soumettez à toutes les obligations qui vous incombent en tant que salarié. En parlant de ça, on a vu en Europe et aux États-Unis, sur plusieurs autres continents, des médecins qui s'occupaient de leurs patients en mode télétravail. Plus de consultations directes, on le fait via son téléphone, via son ordinateur, et on reçoit après son arrêt de travail ou son certificat ou ce que vous voulez, mais par mail. On peut donc... Bon, j'ai envie de dire ça facilite la tâche un peu à certaines personnes qui peuvent se faire passer pour gravement malades, et alors que c'est pas le cas. J'ai la fièvre. Bon, vous êtes en télétravail, en mode télétravail. Vous n'avez pas la possibilité de voir que la personne fait 37 degrés alors qu'elle est en train d'annoncer qu'elle a 41 degrés de fièvre. C'est pour ça qu'on demande un certificat médical. Non, je veux dire, quand on arrive justement avec le médecin qui est en mode télétravail. Bon, on n'y est pas encore, en tout cas. Pas encore en Côte d'Ivoire. Vous allez devoir vous déplacer dans un centre médical pour vous faire examiner par un médecin qui va vous délivrer un certificat médical qui est une pièce qui a une valeur juridique. Donc, a priori, on va faire grâce aux médecins et leur accorder que cette pièce-là, elle est valable. Et donc, le salarié qui aura produit un certificat médical attestant de son état de maladie va pouvoir être excusé dans le cadre de la législation sur le travail. Donc, c'est prévu, c'est organisé. Simplement, la circonstance que vous exercez que vous faites votre travail depuis la maison n'exclut pas que vous continuez à être tenu par les dispositions du Code du travail et aussi par les clauses de votre contrat de travail. Simplement, vous avez la possibilité d'exercer de chez vous, mais vous restez tenu par les mêmes règles que vos collègues qui seraient au siège ou dans les locaux de l'entreprise. Et quand on arrive à ces problèmes de réseau, surtout en Côte d'Ivoire, je ne sais pas connecté parce que le réseau ne fonctionnait pas, c'est un argument qui tient? C'est un argument qui tient. Là, on en revient encore à la problématique de la confiance. De la confiance. Absolument, mais absolument. Donc voilà, tout réside dans la modération et dans la capacité à s'adapter. Aujourd'hui, même quand il y a des problématiques de réseau sur, par exemple, la fibre, on a la possibilité d'avoir accès à des terminaux Wi-Fi, des pockets, voilà, des choses portables, voilà, où on peut avoir la connexion par différentes modalités. Si vraiment on n'a pas la possibilité d'avoir la connexion, encore une fois, on appelle, on prévient et puis on expose la difficulté qu'on a. Bon, donc, mais Dieu merci, on a une très bonne couverture Internet et un très bon accès, un très bon réseau grâce à nos différents opérateurs. Donc, cette problématique-là est assez limitée. Et finalement, est-ce que c'est l'employeur qui équipe l'employé ? Je peux ne pas avoir de téléphone portable dernière génération, je peux ne pas avoir un ordinateur, je peux ne pas avoir un box Wi-Fi. Est-ce que c'est l'employeur qui équipe l'employé qui devrait désormais travailler depuis chez lui? Idéalement, il faut que ce soit l'employeur, puisque c'est pour exécuter ces tâches que l'employé va le faire de chez lui. C'est les tâches de l'employeur qui l'exécute. Après, il y a la réalité économique aussi. Il faut assurer la continuité du travail. Si l'employeur n'a pas la possibilité de le faire, comme c'est une modalité qui est mise en place avec l'accord du salarié, puisque c'est une modification substantielle de son contrat de travail, c'est une modification importante. On modifie son lieu d'exécution de ces tâches. Donc, il faut l'accord de l'employé pour que le télétravail puisse se mettre en place. À ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est recommander au salarié de négocier avec son employeur la possibilité d'avoir un ordinateur s'il n'en a pas, d'avoir un téléphone, un smartphone lui permettant de se connecter s'il n'en a pas. Et je pense qu'à ce moment-là, tout le monde va se retrouver, en tout cas pour que le télétravail... Même l'abonnement mensuel. L'abonnement mensuel, tout cela c'est possible, ça fait partie des négociations. C'est un contrat, c'est le contrat de travail qui va prévoir la modalité de télétravail. Donc il est important de ne pas avoir de complexe, de ne pas se dire je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, mais je ne vais pas en parler, parce que la difficulté va se poser très très vite quand vous serez confronté soit au manque de matériel, soit à un matériel défaillant. Donc il faut en parler, dire oui je suis d'accord pour le télétravail,
télétravail, mais voilà les problématiques que j'ai. Alors, si je ne peux pas le faire de chez moi parce que mon local est petit, mon local d'habitation est petit, je suis avec plusieurs personnes où j'ai des enfants qui ne sont pas scolarisés, qui sont aussi en distanciel, par exemple, avec l'école, c'est possible. Ça va faire beaucoup de bruit, beaucoup de... Est-ce que je peux avoir, par exemple, un abonnement dans une salle fermée ou est-ce que je peux avoir accès à un lieu où je pourrais me connecter, etc. Est-ce que vous pouvez me mettre à disposition de quoi me connecter à Internet, un forfait mensuel qui sera comptabilisé dans le cadre de mon contrat de travail. Tout ça, ça se négocie avec l'employeur. Il faut en parler, il faut en discuter, il faut négocier. Et il ne faudrait pas aussi que les employeurs profitent de la situation, faire juste une petite note désormais télétravail. Non, il faut revoir les contrats. Absolument. Comme vous l'avez dit, un avenant peut être ajouté pour permettre aux employés d'être justement à l'aise et toujours efficaces, n'est-ce pas? Parce que souvent on fait une note de service et on pense que c'est suffisant. Tout à fait. Un message peut-être aux employeurs. Un message aux employeurs, mais aussi un message aux employeurs pour leur dire c'est pas parce que les employés sont à la maison qu'ils sont forcément détendus et qu'on peut leur imposer des horaires de travail qui vont aller au-delà de la durée qui est prévue par le Code du travail. En général, c'est 40 heures pour les salariés actuellement en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas une raison pour les contacter le samedi, le dimanche, en dehors des heures de travail, le soir ou très tôt le matin. J'allais en parler, vous êtes magnifique. Ou très tôt le matin. Donc, tout est question de mesure. Ce sont les horaires de travail qui sont prévus comme si le salarié venait au service. S'il n'est pas cadre, vous ne pouvez pas exagérer en demandant, par exemple, à quelqu'un qui est agent de maîtrise d'avoir des horaires qui excèdent. Waouh, vraiment, il ne faudrait pas abuser. On signe les contrats et puis on respecte les heures de travail. Absolument. Je veux faire un petit témoignage d'une de mes connaissances quelque part en Europe. Elle me disait, cette histoire de télétravail ne m'arrange pas du tout. Je lui dis, mais pourquoi? Elle me dit, mais je travaille plus qu'avant. Je travaille plus qu'avant, c'est pas normal. Ben, ça arrive, il y a des employeurs qui abusent un tout petit peu. Donc, attention, on respecte les horaires, on respecte les temps de pause. C'est-à-dire, si je travaille de 8h à midi, bien sûr, j'ai besoin de ma pause. Absolument. On ne va pas demander à l'employé de rester là pour continuer à bosser. Ça ne le fait pas. Conclusion, maître? Eh bien, je pense que le télétravail est une formidable opportunité qui s'offre à la fois aux entreprises, donc aux employeurs et aux salariés de pouvoir se réorganiser. Par exemple, à Abidjan, on est confronté à la problématique des embouteillages, qui sont vraiment, pour certaines populations, un vrai problème. Donc, c'est peut-être une solution aussi pour pouvoir aménager le travail, sachant que le télétravail n'est pas forcément sur toute la durée de la semaine. Il peut être aussi partiel. Donc, le télétravail, c'est soit total, soit partiel. Donc, on a la possibilité aussi, exactement, de le prévoir dans le contrat. On peut dire, bon, par exemple, vous habitez... Petit clin d'œil à mes amis de Magerville. Vous habitez Magerville, vous êtes confrontés aux problématiques de distance et d'embouteillage qui est là-bas. Donc, on permet que vous ayez, par exemple, 2 jours dans la semaine où vous êtes en télétravail pour pouvoir souffler un petit peu. Donc, voilà, c'est aussi un appel aux employeurs que je lance. DG, j'ai un téléphone. Je peux faire matin bonheur depuis la maison. Je vous promets, ça sera aussi intéressant que là maintenant. Juste pour rire. Merci beaucoup, maître. C'est moi. Ça fut un plaisir et un honneur de vous recevoir. J'espère, amis téléspectateurs, que vous avez tout bien noté. Il est possible donc de travailler depuis chez nous à partir du contrat fait avec l'employeur. Les fonctionnaires ne sont pas concernés. Attention, attention. J'espère que vous savez tout désormais sur le mode télétravail. Merci, maître. Et puis, on se retrouve très prochainement par la grâce de Dieu. Excellente journée à vous. Et l'information continue sur Matin Bonheur avec Renaud Kobia. Merci de nous retrouver pour l'info continue. Le Mali s'oppose aux sanctions illégales devant les tribunaux internationaux. Le Mali a déclaré qu'il chercherait à renverser devant les tribunaux internationaux ce qu'il qualifie de sanctions illégales imposées à la junte, imposées à son pays. La junte malienne demande la révision de l'accord de défense avec la France. En Guinée, Alpha Condé part aux Émirats arabes unis pour suivre des soins médicaux. L'ancien président guinéen Alpha Condé a quitté Conakry lundi après-midi. De sources concordantes, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, l'a autorisé à aller suivre des soins médicaux à l'étranger pour des raisons humanitaires.
On part dans la Corne de l'Afrique où la FAO alerte sur l'urgence d'une aide pour éviter une crise alimentaire. La Corne de l'Afrique risque de traverser l'une des pires crises alimentaires au monde, selon l'Agence des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. Et après le Covid-19 et 2 années consécutives d'invasion de criquets, les populations rurales sont confrontées à une 3e saison de sécheresse à cause de la Niña, qui est un phénomène climatique qui se traduit par une diminution de la température à la surface des eaux de l'est de l'océan Pacifique. Et ce sont plus de 25 millions de personnes qui risquent de se trouver dans une situation d'insécurité alimentaire très aiguë d'ici à la mi-2022. Aux États-Unis, les compagnies aériennes s'alarment du chaos si la 5G n'est pas limitée près des aéroports. Les patrons de 10 compagnies aériennes américaines ont mis en garde les autorités des États-Unis du potentiel chaos que représenterait le déploiement demain mercredi, comme prévu, de la technologie d'Internet mobile ultra rapide 5G autour des aéroports. Et puis au Parlement européen, Roberta Metsola est la probable nouvelle présidente. Elle devrait être élue aujourd'hui, mardi 18 janvier, à la tête du Parlement européen. La Maltaise semble la mieux placée pour succéder à David Sassoli, décédé le 11 janvier dernier. Figure de proue du Parti conservateur européen, ses prises de position défavorables à l'avortement suscitent la polémique. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Naomi, pour l'info continue. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Passez une excellente journée.